La notion de viol, qui est tout acte de pénétration par voie orale, anale ou vaginale imposée avec une partie du corps de l'agresseur ou par l'utilisation d'un objet. On parle plutôt d'abus sexuels, alors quand on a affaire à toute forme d'interaction sexuelle, avec ou non usage de la violence entre une personne et une autre qui se trouve en position de pouvoir par rapport à la première. Il n'y a aucun lien direct entre la gravité des faits et les conséquences pour la victime. Alors, que ça soit passé une fois ou de manière répétitive, qu'il y ait eu de simples attouchements ou pénétrations, que l'abus ait eu lieu en douceur ou avec violence, que l'enfant ait ressenti du plaisir ou au contraire de la douleur, cela ne permet pas de préjuger des séquelles pour l'enfant. Donc les conséquences de l'abus sont aussi d'ordre psychologique. Les victimes ont surtout besoin de reconnaissance. Alors, de reconnaissance de la part de l'auteur, évidemment, qui est souvent le plus dur à acquérir, mais de reconnaissance aussi des intervenants, même s'il n'y a pas de preuves, même s'il n'y a pas de, même si on ne peut pas objectiver les faits. C'est important quand même de reconnaître à l'enfant son vécu. Donc il faut l'écouter dans un climat de confiance, vraiment prendre le temps, le laisser aller à son rythme sans forcer les choses, avoir une juste distance envers lui. Je vais poursuivre la réflexion autour de cette phrase « Aucun symptôme, aucune manifestation et aucun comportement ne parle seul ». Ça nous amène la réflexion nous amène à voir ces éléments, les éléments qui nous aideraient à décoder ce qui se passe pour le jeune lorsqu'il est victime d'abus sexuels ou de violence. Si un élément, un signal d'alarme sur le vécu du jeune se présente à nos yeux, ou parfois à notre inconscience, et entendez par là à notre intuition, parce que l'intuition est importante aussi dans le fait de détecter ce qui ne va pas chez l'enfant, chez le jeune. Nous avons quand même besoin de conforter d'autres indices, de conforter cette conviction ou ce doute, cette inquiétude par d'autres indices. Et donc élargir notre champ de vision nous permettrait davantage effectivement d'asseoir une suspicion et nous amener à agir de la façon la plus adéquate pour le jeune. Si on va sur le somatico-corporel et si on va sur les signaux non spécifiques, bien sûr, on retrouve l'instabilité motrice et l'agitation, mais aussi l'inhibition motrice et la passivité est quelque chose aussi qui doit nous interpeller. Un enfant n'est pas fait pour être passif, on va dire ça comme ça. Il est curieux, il aime découvrir avec son rythme évidemment, mais il aime découvrir son environnement. C'est sa façon de vivre et d'explorer son monde. Et si on va sur l'axe relationnel, de nouveau, il y a effectivement la domination et le contrôle de la relation, une incapacité aussi à repousser corporellement. Des enfants qui ne savent pas repousser, même si vous venez avec un mousse pour jouer avec lui, ils ne savent pas repousser le mousse, ils se laissent envahir par le mousse. C'est quelque chose qui est aussi à garder en tête. Ils ne savent pas s'affirmer, il y a une soumission à l'autre. Peu de plaisir partagé avec ses pairs aussi, un désinvestissement du jeu avec les pairs, ça c'est aussi un signal assez important. Si nos inquiétudes sont nées d'un signal particulier, elles doivent aussi émerger d'un ensemble de signaux tels que nous venons de les voir. Et c'est leur multiplication, leur accumulation, leur durée, le fait qu'ils sont devenus presque des organisateurs de vie des jeunes qui doivent nous alerter. Et donc, parfois même, si nous observons plusieurs symptômes, manifestations, comportements, ce ne sera pas suffisant pour établir une conviction, voire un diagnostic. Une étude en France démontrait en 2018 que 15% des enfants ne présentaient pas de signaux, de symptômes et de comportements particuliers au moment du dévoilement. Sans doute une capacité de résilience extraordinaire de ces enfants.